mêmes raisons que des premiers ingrédients qui ont fait son succès aux États-Unis. Le Huffington Post, tout d'abord, c'est basé sur une stratégie internationale. Une fois que les patrons du Huffington ont bien noyauté avec plusieurs éditions créées sur le territoire américain, ils ont commencé à réfléchir, mais ça a été finalement assez tardif sur l'année 2011, à une expansion internationale. Elle a commencé plutôt dans les terres naturelles pour des Américains, c'est-à-dire le Canada. Ils pensaient ensuite de regarder la vieille Europe, et dans la vieille Europe, de s'appuyer sur la France. Pourquoi la France? Parce qu'il y a un contexte de présidentiel en 2012, et c'est ce fameux ingrédient de profiter d'une opportunité très forte de l'actualité, et comme ça d'avoir l'attention maximum du public, des internautes, et en même temps des médias, des autres médias qui vont observer et commenter à longueur de temps les contenus et la stratégie du Huffington Post. Il y a aussi un deuxième phénomène qui est lié au marché, je dirais, de la presse locale en France, c'est ce deuxième temps, ce qu'on appelait des pure players de l'information en ligne, avec un certain nombre de sites qui se lancent aussi actuellement. C'est la deuxième vague des pure players qui a suivi celle de Rue 89, de Mediapart, avec des nouveaux entrants dont fait partie le Huffington Post et qui se lance sur le marché français. Oui, Anne Sinclair, pourquoi le choix d'Anne Sinclair? En fait, c'est le double ticket, à la fois de profiter d'une très forte actualité et en même temps d'avoir une personnalité connue de tous les Français, quelque part à la limite, à la frontière de la polémique avec l'affaire qu'on connaît, l'affaire DSK. Il ne faut pas oublier que le Huffington Post est donc un journal américain dirigé par une femme. On imagine son intérêt particulier durant toute la durée de l'affaire sur la personnalité de ce couple dont tous les médias ont observé, Dominique Strauss-Kahn et sa femme Anne Sinclair. Donc il y avait quelque part un rapprochement, un petit peu de casting, on va dire, naturel, et la recherche de toute façon par Arianna Huffington d'un casting fort. Quelques mois plus tôt, elle a aussi déjà exécuté cette stratégie, par exemple dans le développement d'une chaîne thématique verticale sur les mamans, les bébés, les enfants, la famille, où elle a recruté rien moins que la femme de Tom Hanks pour porter cette nouvelle rubrique. Donc on voit que la stratégie du ticket VIP gagnant est importante pour elle. Ça lui permettra comme ça immédiatement d'avoir l'attention des Français qui connaissent tous Anne Sinclair, en même temps de jouer de son professionnalisme, même si on peut peut-être en douter sur les dernières fonctions qui sont très, très lointaines sur la presse et la presse en ligne notamment, qui remonte à 10 ans chez TF1. Et néanmoins, ce fort intérêt et son carnet de relations qu'on imagine considérable, qui ouvrira à Anne Sinclair et à son équipe, à sa petite équipe, toutes les portes parisiennes. Le Huffington Post s'appuie sur la technologie et le savoir du Poste en France, qui était un projet créé au sein du Monde, qui est partenaire de ce projet. En fait, il y aura un mix à la fois des plateformes, des technologies et des bases de contributeurs. La base de contributeurs en France, c'est un peu plus de 120 000 contributeurs sur le Poste, des gens qui contribuent quotidiennement et qui vont être donc cet enrichissement, ce socle que les dirigeants du Huffington espèrent, il y aura une bascule, en tout cas espèrent récupérer avec un avant-après pour aider la rédaction du Huffington Post, une petite rédaction de 8-10 personnes qui, eux, produiront les contenus critiques, les contenus cœur de qualité, et aussi surveilleront, modéreront et valideront, dans un principe de co-création de l'information, ce que produiront tous les contributeurs, blogueurs et contributeurs gratuits. Un autre des enjeux du Huffington Post, c'est d'arriver finalement à s'installer dans le périmètre, dans le paysage de la presse française et de la presse en ligne, y compris dans son propre sein, c'est-à-dire les gens qui le financent. C'est le montage un petit peu que certains observateurs ont pu considérer comme alambiqué entre Le Monde, qui a sa propre rédaction en ligne aussi, et qui avait en son sein le Poste.fr, donc ce site communautaire dont on a décidé de récupérer la base de contributeurs pour la plugger, la brancher sur le système de publication du Huffington Post. Donc le Huffington gagne sans doute un certain temps à l'acquisition, je dirais presque à l'achat, parce qu'il y a un deal financier. Le Huffington Post finance à peu près 50% du projet, le reste venant du Monde à parité avec Mathieu Pigasse, qui est financier qui a repris les destinées du groupe Le Monde. Mais néanmoins, après, il y a l'enjeu de se marier, de combiner avec la rédaction du Monde. Et on sait, c'est traditionnel dans la presse française, qu'en général, il y a deux univers, on en est encore là aujourd'hui, le monde du print, le monde du web, c'est vraiment les deux camps, et les gens se regardent derrière des sacs de sable avec des miradors de chaque côté. Les deux métiers ont mis du temps à se pluguer et à se comprendre les uns les autres, c'est vécu dans toutes les rédactions, et à plus ou moins grand degré. Il y avait déjà ce problème avec le Poste, que dirigeait à l'époque Benoît Raphaël, de correspondance et de communication avec les effectifs du Monde, et il y aura a fortiori ce problème avec le Huffington. En plus, ils sont attendus au tournant, puisqu'il y a le problème de la personnalité d'Anne Sinclair, et ce mode un peu de rédaction commando,
commando mais professionnels. Ils ont embauché de vrais pros du web. On peut citer Ackerman, Paul Ackerman, connu sous le nom de pseudo de Polak sur les réseaux, qui est un ancien de 20 minutes et du Figaro. On peut citer son adjointe, alors lui c'est le rédacteur en chef, son adjointe c'est Johanna Sabrou, qui vient de 24, le site d'information économique et de Satellinet dernièrement. Alors on voit qu'on a pris des pros pour que techniquement on blinde le travail d'Anne Sinclair. Il ne faut pas oublier que dans cette guerre des tickets lourds qui va sans doute couiner un petit peu sur les bords et les contours dans les équipes du monde, il devait y avoir une deuxième personne que tout le monde a oublié, que personne ne cite plus, qui était Marc-Olivier Fogiel, qui devait venir et constituer un vrai double ticket lourd. Alors là, extrêmement lourd, gagnant, mais qui aurait nécessité de toute manière, parce que ni l'un ni l'autre n'ont été aux commandes de projets web depuis longtemps, et même peut-être même jamais pour Marc-Olivier Fogiel, il fallait derrière avoir une rédaction technique, donc des enjeux à plusieurs niveaux. Que l'équipe déjà trouve son mode de fonctionnement en elle-même, qu'elle arrive à être installée dans l'univers du monde, et qu'elle soit acceptée de tout le reste des confrères et des lecteurs.